Donc, je vous propose que nous reprenions tout de suite nos travaux de cet après-midi. Je passe la parole à Monsieur Desrumeaux pour traiter de questions en lien avec les libertés publiques. Merci Madame la Présidente. Je vais avoir l'immense honneur aujourd'hui d'intervenir sur la question des nanotechnologies et dans le rapport avec les libertés fondamentales. Je remercie Madame Bérangère Legros de son invitation, ainsi que toute l'équipe du CRDP pour son appui, Madame Desmoulins pour m'avoir passé la parole et pour présider cette deuxième moitié de journée. Et mes remerciements chaleureux également à Monsieur Thibaut Giclard, qui a bien voulu me céder une partie de son temps de parole en inversant le calendrier initialement prévu. Simplement, des obligations me retiennent à partir de 15 heures. Donc je vais devoir prendre congé rapidement. Voilà, donc on l'a vu depuis le début de cette journée, pour les juristes comme pour les médecins, pour l'ensemble des champs disciplinaires concernés, la nanoscience se distingue assez nettement de la nanotechnologie. La première couvre l'ensemble des savoirs et des connaissances scientifiques accomplis à une échelle allant du milliardième de mètre à quelques centaines de milliardièmes de mètres, alors que les nanotechnologies couvrent les applications qui sont issues de cette recherche. À l'échelle moléculaire, cela va désigner des procédés de fabrication, des procédés d'assemblage, des procédés de mesure. Et parmi les découvertes déjà accomplies, nombre de nanoparticules, de nanoproduits sont déjà employés dans l'industrie et circulent autour de nous. C'est le cas, on l'a vu déjà ce matin, de l'exemple des particules de nanoargent qui sont utilisées comme antibactériens, ou du graphène, dont on a démontré très récemment, c'était au cours du mois dernier à l'université de Plymouth, qu'il pouvait conduire de l'électricité à très haute tension sans perte d'énergie, ce qui augure de bonnes choses pour les énergies douces et la conversion énergétique. Donc l'industrie développe ses recherches dans de nombreux champs scientifiques, la biologie, la chimie, l'électronique, l'électromagnétique, la médecine, la physique, la photonique, la toxicologie. Les découvertes sur les nanotechnologies sont quotidiennes et permettent de rêver à de multiples progrès, des cellules photovoltaïques flexibles, des filtres à air à partir de nanofibres, des absorbeurs de lumière à large spectre, des nanoparticules d'or qui sont susceptibles de traiter les cellules cancéreuses une à une. Donc on imagine en fait toutes les applications qui restent encore à découvrir. Nous n'en sommes qu'à l'aube de ces découvertes. Et comme toute innovation, l'enjeu du développement des nanos va se mesurer en termes de services et de dangers. On va approcher la famille des nanos à partir d'une syndynique, c'est-à-dire, si vous préférez, une étude des risques, une riscologie, la recherche des outils appropriés permettant de mesurer l'équilibre entre les bienfaits qui sont apportés et les risques qui sont encourus. Longtemps, il a été postulé que toute découverte scientifique était politiquement neutre et que seul l'usage devait faire l'objet d'un encadrement juridique. Aujourd'hui, dans une approche de riscologie ou de syndynique, on adopte une démarche un peu plus prudente. On réintroduit l'idée d'une responsabilité sociétale des inventions, d'une balance entre l'intérêt d'une dissémination à grande échelle et leur réception par la société. De sorte qu'aujourd'hui, de nombreux projets de recherche font l'objet d'une étude de faisabilité et d'acceptabilité sociale. Le colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans ces réflexions-là, dans cette démarche qui offre un espace de réflexion et d'anticipation sur les conséquences éventuelles des découvertes nanotechnologiques, ici sur les libertés individuelles. Alors, le sujet qui nous est proposé appelle 3 séries d'observations préliminaires. Première série d'observations, tout d'abord, parler des nanotechnologies et des libertés publiques, ça relève a priori d'une sorte de gageur, tant les textes de loi sont pauvres en la matière. Je parle juste des textes de loi. Si on part du droit positif, bien sûr, le chercheur qui est chargé d'analyser les rapports liant nanotechnologie et libertés essentielles se trouve rapidement en mal de matériaux. Aujourd'hui, le législateur entame prudemment son étude. On ne trouve que 7 projets de loi qui mentionnent les nanotechnologies à la volée, quelques textes parlementaires épars. Donc le lien entre les nanomondes et la liberté de l'individu est relativement pauvre dans les textes parlementaires. Bon, voilà, c'est sur un mode incantatoire que le législateur français s'en est emparé. C'est très certainement lié à deux phénomènes. Tout d'abord, l'absence de connaissances scientifiques en la matière. On commence seulement à découvrir ce nanomonde, d'une part, et puis d'autre part, le législateur, c'est la sensibilité de l'opinion publique sur ces questions. Donc si on adopte une lecture stricto sensu des libertés fondamentales, on s'arrête là, parce qu'il n'y a pas de loi. Mais bien sûr, les libertés publiques vont composer un régime beaucoup plus large. On peut étendre ces libertés fondamentales à un autre corpus,
qui est l'ensemble des textes et des droits fondamentaux qui sont garantis à un niveau supralégislatif. Et là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Certes, la difficulté n'est pas résorbée pour autant. Dans l'ordre juridique français, le silence se fait au niveau constitutionnel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'est pas établie. Il faut se tourner donc vers l'ordre juridique international, vers les ordres juridiques européens pour trouver des matériaux permettant de traiter les rapports entre nanotechnologie, liberté et droits fondamentaux. Et même là, on est un petit peu en peine parce que les premiers éléments qui arrivent à nous sont avant tout des principes qui sont très flous en quelque sorte, dont on commence bien sûr à déterminer la portée, le champ, le régime, mais qui avancent en ordre dispersé. Par exemple, dans l'ordre juridique international ou dans l'ordre juridique européen, quand on parle de nanotechnologie et de droits fondamentaux, on est confronté au principe de neutralité technologique qui postule qu'un gouvernement ne peut pas favoriser une technologie plutôt qu'une autre. Le principe de précaution et le principe de prévention, déjà abondamment traités, le principe pollueur-payeur, les principes de participation démocratique, etc., etc. Donc il faut s'efforcer de réintroduire un peu de clarté en déterminant un niveau de normativité qui soit pertinent. Les textes internationaux et européens de protection des libertés individuelles nous invitent à nous tourner vers la Convention européenne des droits de l'homme et vers la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà pour la première série d'observations préliminaires. Deuxième série d'observations, c'est tout le problème des nanos, je pense. Elles accentuent les questions d'identification. Identification des droits, identification des enjeux qui sont concernés. Elles posent un vrai problème de perception de leur nature, de leur place et de leurs effets. Je crois que ici, on a tous un petit peu de mal à imaginer ce que c'est que le 50 millième de l'épaisseur d'un cheveu. La visualisation n'est pas évidente. Et ça pose aussi un autre problème d'identification, celui du lieu de savoir comme lieu de pouvoir. Au fond, le technicien, l'industriel qui a la maîtrise opérationnelle d'un procédé nanotechnologique n'est-il pas en mesure d'établir un certain nombre de normes? Ici, le savoir scientifique donne un pouvoir éminent. Ce que déjà Gérard Farja, dans les années 80, appelait les détenteurs d'un pouvoir de décision unilatérale analogue sur le plan matériel à celui de la puissance publique. Fin de citation. Voilà, donc les questions de gouvernance sont directement impactées par cela. Troisième observation préliminaire, se pose en fait la question de l'applicabilité du droit, que l'on opte pour un questionnement inspiré par la gouvernance des opérations de recherche scientifique ou bien la gouvernance de leur dissémination de la société des nanotechnologies, qu'on soit dans la sphère internationale, la sphère européenne ou nationale. À chaque fois qu'on change d'échelle, on change de monde. Alors comment le droit saisit-il des activités visant à façonner le monde atome par atome, pour reprendre l'expression de Benson Vincent? C'est tout un débat qu'il faut savoir aborder. Mais je ne vais pas me lancer dans un débat aussi vaste, vous en doutez bien, c'est beaucoup trop ambitieux pour cet après-midi. On va plutôt se contenter de percevoir les menaces sur les droits de l'homme. 60 ans de développement des droits fondamentaux vont nous inviter à questionner les textes européens, les textes internationaux, dans ce qu'ils ont de plus positif. Je ne faisais qu'évoquer ces débats pour inscrire le contexte dans lequel ces questionnements se posent. Voilà, donc l'objectif de mon intervention cet après-midi, ce n'est pas d'esquisser une photographie des rapports de force entre les nanotechnologies et les libertés fondamentales, mais plutôt d'éclairer la place des nanosciences et des nanotechnologies dans les débats autour des droits européens fondamentaux. Pour cela, une petite précision méthodologique. Je ne prétends pas vous faire un portrait strictement de droit positif pour considérer les seules normes applicables, celles qui sont établies dans le domaine des nanos ou celles qui sont susceptibles d'une extension à ce domaine à partir d'autres domaines scientifiques. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est développer une réflexion un peu prospective qui reprenne les cadres principaux du débat éthique et juridique, qui anticipe des textes qui sont en gestation. Voilà. Selon une approche très classique, on pourrait donc se poser une problématique de savoir si les innovations nanotechnologiques présenteraient des spécificités propres à renouveler la problématique des droits fondamentaux. Au fond, quelle serait la valeur ajoutée pour les droits de l'homme des inventions nanotechnologiques? Cela reviendrait en fait à se demander
si les droits fondamentaux sont bien adaptés aux technologies émergentes en général, aux nano-objets en particulier. Pour intéressante qu'elle soit, une telle question me semble largement prématurée, car, on le verra dans quelques minutes, l'étude des textes européens ne permet pas de répondre de façon satisfaisante et exhaustive à cette mesure de la mutation des droits de l'homme, des libertés fondamentales par l'immixtion de ces inventions-là. Nous avons préféré ici une autre question qui va plutôt aborder le degré de normativité. Au fond, dans le domaine des nanotechnologies, les règles éthiques comblent-elles les lacunes des normes européennes de protection des libertés fondamentales? Est-ce qu'il existe dans le questionnement éthique des scientifiques, dans celui qui précède la mise sur le marché de ces inventions-là, des éléments qui nous permettent d'éclairer les évolutions que prendront les droits de l'homme et les libertés fondamentaux à brève échéance? La recherche scientifique, la nanoscience d'une part, et d'autre part la dissémination de ces inventions déploie des effets à une échelle extrêmement petite. On va donc traiter successivement des nanosciences et des nanotechnologies. Si l'on met de côté certaines controverses qui taraudent l'existence même d'une nanoéthique, on va essayer de voir donc cette notion-là comme une source matérielle du droit européen des droits de l'homme. Inversement, on verra dans un deuxième temps que le droit européen des libertés fondamentales peut être aussi au cœur de la régulation européenne sur les nanosciences et conditionner l'exercice du métier de chercheur dans le monde de l'infiniment petit. Donc le premier point que je voudrais aborder avec vous rapidement, c'est la nanoéthique en tant qu'elle est au prisme du système européen de protection des libertés fondamentales. Plusieurs instances européennes et internationales vont intervenir dans l'encadrement des activités de recherche en nanosciences. D'importance, de taille variée, elles entendent intervenir à tous les stades du développement et du déploiement de ces applications. Au stade exploratoire, tout d'abord, elles veulent instaurer les fondements d'une recherche responsable, notamment en préservant la santé, l'intégrité physique des chercheurs et des employés. Pas exclusivement, mais ça fait partie des préoccupations qui se retrouvent transversalement dans tous les textes européens, dans la majorité des textes européens abordés. Enfin, ensuite, au stade du déploiement, elles entendent prévenir les risques d'atteinte à la liberté, à la dignité, à l'égalité humaine. On a ici un point de convergence avec les fonctions qui sont dévolues traditionnellement aux libertés fondamentales. La recherche responsable et la prévention des atteintes aux libertés fondamentales sont vraiment au cœur de cette nanoéthique, une branche émergente de la philosophie des sciences qui entend répondre aux préoccupations sociales liées à la prolifération de ces technologies-là. La nanoéthique est présente implicitement et explicitement dans la plupart des réflexions européennes. D'ailleurs, les instances européennes ont tendance d'ailleurs à renvoyer aux chercheurs le soin de se constituer des règles éthiques, des règles déontologiques encadrant la recherche fondamentale et même la recherche appliquée sur tout le territoire européen. Donc on va laisser de côté un débat qui consiste à se demander si de nouvelles questions vont émerger de la nanoéthique ou bien si elle ne fait que réactualiser des questions déjà anciennes et qui sont transversales à l'ensemble des recherches scientifiques. On va plutôt se concentrer sur des politiques, des impulsions européennes qui sont plus propres à produire de la normativité. En matière de recherche et de développement nanoscientifique, les instances les plus audacieuses ne sont pas forcément celles que l'on croit. Quand on cherche au niveau européen la protection des libertés fondamentales, on se tourne assez rapidement vers la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, parce que c'est le texte phare, c'est l'héritage, le patrimoine de l'ensemble de nos valeurs traduites en règles de droit positif. On verra donc dans cette première partie que ce n'est pas forcément le lieu qui va produire le plus de connaissances juridiques. Les plus prudentes des instances européennes, telles le groupe de l'article 29, le Comité des droits de l'homme de bioéthique du Conseil de l'Europe, ou les deux groupes de travail sur les nanomatériaux manufacturés, sur les nanotechnologies de l'OCDE, ont produit des réflexions. Qu'elles soient audacieuses ou prudentes, ces réflexions insistent sur l'exigence de développer une éthique propre qui soit commune aux chercheurs en nanosciences et aux développeurs des nanotechnologies. Et quand on travaille sur ces questions de normalisation européenne des recherches en nanosciences, on se rend compte que l'appréhension est toujours très englobante. On voit les nanotechnologies, on voit la nanoscience parmi un autre corpus qui est l'activité de recherche sur les technologies futures émergentes. Retenez cette expression, technologie future émergente, FET en acronyme anglais.
En fait, on ne distingue pas dans les travaux européens les nanotechnologies des autres technologies qui sont considérées comme potentiellement attentatoires aux libertés publiques. Cette approche englobante, cette approche qui met tout dans le même panier, a été critiquée sous deux angles. La première critique soulève un paradoxe bien connu, le souhait de normalisation de la recherche européenne cadre mal avec la liberté fondamentale de recherche et d'acquisition des connaissances. La seconde est plus insidieuse. Faute de distinguer clairement la recherche en nanosciences des autres domaines de recherche, les mesures prônées seraient totalement inadaptées aux spécificités des nanotechnologies. Donc voyons un peu plus dans le détail le premier point, la normalisation européenne de la recherche en nanosciences. Puisqu'il n'y a pas de consensus entre les différents États européens sur la protection à accorder aux libertés fondamentales dans ce domaine, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne vont se disputer la normalisation de la recherche sur ce champ-là. Le premier a une longue tradition de protection des droits fondamentaux. Il pêche pourtant par un manque d'ambition et depuis de longues années, les débats avancent de manière très poussive. Les recommandations du Conseil de l'Europe ne sont pas les plus audacieuses, les plus avant-gardistes en matière de protection des libertés. En revanche, dans le droit de l'Union européenne, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à observer. Donc, tout d'abord, les recommandations du Conseil de l'Europe. Il n'y a pas de disposition particulière dans la Convention européenne des droits de l'homme qui touche aux nanotechnologies, rien dans les 16 protocoles additionnels. Et depuis 10 ans, l'Assemblée parlementaire demande au comité des ministres du Conseil de l'Europe de franchir le cap et d'établir un corpus de textes qui soit contraignant, qui soit opérationnel. Suite à la déclaration finale de chefs d'État et de chefs de gouvernement au 3e sommet du Conseil de l'Europe, les travaux ont commencé en 2005. Il a fallu attendre l'année 2013 pour que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe interpelle le comité des ministres sur la nécessité d'établir des lignes directrices sur la mise en balance des avantages et des risques de la nanotechnologie pour la santé publique et l'environnement. Ces lignes directrices ne sont pas encore écrites, nous n'en sommes qu'au stade des palabres et des travaux préparatoires. On envisage peut-être, mais ça n'est qu'une proposition assez récente en fait, de l'Assemblée parlementaire, d'établir un protocole additionnel à la Convention d'Oviedo, bioéthique et droits de l'homme, éventuellement peut-être d'envisager la création d'un institut international qui serait dédié à l'étude des risques nanotechnologiques. Le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe a planché sur la convergence entre les inventions nanotechnologiques, biotechnologiques, les sciences de l'information, les sciences cognitives, ce qu'on appelle le NBIC. Et dans sa conférence internationale de mai dernier, en 2015, il a décidé de lancer une étude de faisabilité sur l'élaboration d'éventuelles normes. Donc, comme vous le constatez, on commence en 2005. En 2013, les travaux se poursuivent sur le terrain plus particulier des technologies futures émergentes. À l'intérieur de ce terrain-là, il y a une réflexion propre aux nanotechnologies, mais rien n'est encore écrit, il n'y a pas de convention qui soit encore au bureau des traités ouvert à la ratification. Donc voilà, pour le Conseil de l'Europe, son approche en tant que seule organisation européenne dédiée aux libertés fondamentales a le mérite d'être axée sur la prévalence des droits fondamentaux, mais ça manque encore de consistance. Les nanotechnologies semblent diluées au niveau européen dans l'ensemble vaste des préoccupations scientifiques et des rapports entre sciences de l'ingénieur, sciences du vivant et droits de l'homme. Le droit de l'Union européenne, dans cette normalisation européenne de la recherche en nanosciences, est beaucoup plus intéressant. Parce que ce qui frappe dans le droit de l'Union, c'est à la fois le désir politique de rendre les applications nanotechnologiques accessibles à tous, en tant que ce serait un facteur de développement économique. Donc il y a vraiment une approche plus par le marché, une approche plus mercatique de ces questions de nanotechnologie. Et on peut le voir dans les communications de la Commission européenne comme dans les autres textes européens. Les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les libertés publiques sont prises en compte en tant que contingences qui doivent guider à la fois le chercheur et les industriels lorsqu'ils mettent en place des inventions sur le marché. Parmi tous les textes que l'on pourrait citer, les nombreuses communications de la Commission en matière de nanotechnologie, on peut citer celle de 2004 qui porte le numéro 338, la communication 2004-338 finale. En sa page 23, on voit très bien le lien qui existe entre les préoccupations éthiques, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
et les comités européens chargés d'éclairer le pouvoir politique sur les orientations éthiques. Je vous fais une très brève citation. Certains principes éthiques doivent être observés et le cas échéant mis en œuvre par voie réglementaire. Ces principes sont consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par d'autres instruments européens et internationaux. L'opinion du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, qui examine les aspects éthiques des applications liées aux nanotech, devrait également être prise en compte. Voilà, donc ici, dans le droit de l'Union européenne, le lien me semble beaucoup plus net entre les textes normatifs, les textes contraignants, la charte, et les préoccupations éthiques des chercheurs et de ceux qui devraient guider les industriels. Alors si on va fureter un tout petit peu du côté de la Charte des droits fondamentaux, on y trouve un droit de l'homme assez original, une liberté publique qui n'est pas consacrée par ailleurs dans le droit conventionnel des droits de l'homme. C'est à l'article 13 de la Charte. Cet article 13 nous dit que les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Les travaux préparatoires à la Charte, ceux du Conseil de Cologne de 1999, également ceux du Conseil européen de Nice de 2000, sont tout à fait laconiques sur les raisons pour lesquelles on a introduit ce nouveau droit fondamental. En tout cas, il a le mérite de la brièveté. Je cite de nouveau, les arts et la recherche scientifique sont libres. À partir du moment où vous postulez la liberté de la recherche scientifique, ça implique aussi une liberté dans le domaine des percées nanotechnologiques. Alors ce qui me semble assez intéressant aussi, c'est de voir que la Charte des droits fondamentaux a acquis une valeur autonome, puisque la Cour de justice, dans son affaire Åkerberg-Fransson de 2013, a réaffirmé le fait qu'elle avait vocation à s'appliquer, même lorsque les États ne mettaient pas en œuvre une réglementation de l'Union européenne, mais que la simple poursuite d'un objectif prévu par le traité pouvait suffire à rendre la charte applicable. Or, justement, la recherche et l'innovation scientifique constituent bien une compétence partagée entre l'Union et les États membres. C'est bien un objectif du traité, article 4, paragraphe 3 du TFUE et 173 du TFUE notamment. Partant, il semble bien que la recherche nanotechnologique soit libre, article 13 de la Charte, et que de surcroît, par la jurisprudence de la Cour, les États doivent respecter l'ensemble des droits fondamentaux lorsque sont mis en place des politiques de recherche en matière nanotechnologique. Voilà, vous arrivez à ce stade, on peut dire donc qu'il y a un acteur historique européen en matière de protection des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, qui est porteur de la Convention européenne des droits de l'homme, mais dont les travaux avancent de façon relativement modeste et lente. Et d'autre côté, l'Union européenne, qui est beaucoup plus tournée vers la découverte, l'innovation scientifique, la promulgation, la mise en lumière des inventions nanotechnologiques. Une fois qu'on a vu ces interventions européennes pilotées par les institutions politiques, on peut voir également les mesures d'accompagnement à la recherche. C'est le deuxième point de ce grand 1. Faute de cadre normatif, on peut se tourner vers les initiatives qui sont beaucoup plus privées, et notamment les programmes de recherche de l'Union européenne, au sein desquels les nanotechnologies sont vraiment très présentes. Je pense bien sûr au programme Horizon 2020, qui comporte d'importants volets financiers permettant, on l'espère, des découvertes majeures dans le domaine nano. Afin de rapprocher les communautés scientifiques des citoyens, de promouvoir une recherche responsable, l'Union a adopté une politique inclusive dénommée la Responsible Research and Innovation. La notion de RRI implique l'intégration et l'engagement des acteurs sociétaux dans les processus de recherche et de développement. Cette inclusion s'est traduite par un document qui est assez intéressant, c'est la déclaration de Rome que je vous invite à vous procurer, lequel comporte des conclusions et des recommandations sur cette notion de recherche et d'innovation responsable. En fait, le problème de cette notion, c'est qu'elle a procédé de manière assez floue, voire ambiguë, au cours des dernières années. Parmi les expériences de nouvelle gouvernance en matière de recherche, il y a eu deux versions de la RRI, une qui peut être qualifiée de socio-empirique. La recherche responsable et la recherche et l'innovation responsable ont tendance à souligner le rôle des processus démocratiques. Donc on inclut au nom des droits de l'homme des groupes de citoyens dans les processus de recherche et d'évaluation de la qualité scientifique des résultats. La seconde approche est une version qui peut être qualifiée de plus normative. Elle va souligner le rôle et les buts de l'Union européenne, notamment la consécration des droits fondamentaux, en tant que ce sont des points d'ancrage normatifs, ou si vous préférez des verrous normatifs, des seuils en deçà desquels les pratiques scientifiques ne peuvent pas descendre.
Ces deux versions apparaissent insatisfaisantes pour Daniel Rougui, qui est chercheur à l'université de Pandala. Dans un article publié en mars 2016, il va montrer que les deux ont échoué. La première approche suggère un ancrage mobile qui pourrait se heurter avec des valeurs préfixées comme les droits individuels. La deuxième approche n'a pas réussi à sauvegarder les droits fondamentaux dans le processus. Et puis, outre ces mesures d'accompagnement de RRI, on peut aussi se tourner vers la manière dont les industriels eux-mêmes ont composé leurs propres normes de référence. Ils l'ont fait à travers deux chemins distincts. Le premier, c'est celui d'une association, l'association ISO, l'Organisation internationale de normalisation. En 2005, ISO a établi un comité technique pour développer des standards globaux relatifs aux nanotechnologies, le comité technique numéro 229. Dans ce comité technique, des industriels, des lobbyistes se rencontrent pour établir des normes de standardisation industrielle. En 2008 et en 2010, on a vu promulguer les premières normes de cet ordre-là, en matière de nanotechnologie, notamment sur les définitions, les nano-objets, les nanoparticules, les nanofibres. La contribution de ISO à la sauvegarde des libertés civiles est fort modeste, puisque la série ISO 13800 ne va fournir que quelques lignes directrices sur le contenu des étiquettes que les industriels mettront volontairement sur les produits de consommation. C'est le seul indice du respect d'un droit fondamental au sein de ISO. Le deuxième chemin emprunté par la standardisation technique, c'est celui des Binding Corporate Rules. Pour promouvoir la soutenabilité de leur activité, certaines firmes ont adopté des codes de conduite relatifs aux activités nanotechnologiques. On peut prendre l'exemple de la firme BASF qui a intégré les 4 principes de gouvernance allemands dans sa pratique. Y figure le management des risques, la sécurité et le dialogue. Cette initiative est louable puisqu'elle illustre la préoccupation commune au secteur privé et au secteur public. Il s'agit là encore d'appuyer une recherche privée transparente et responsable envers l'opinion. Elle a le mérite quand même de produire quelques fruits. BASF a changé ses audits internes et ses process nanotechnologiques pour les rendre de plus en plus conformes aux exigences européennes. Pour autant, il n'est pas tout à fait certain que les Binding Corporate Rules s'inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les libertés publiques européennes. Donc, arrivé au terme de ce premier point, on se rend compte qu'il existe quand même certaines incertitudes quant au niveau de contrôle adéquat, que les initiatives privées sont balbutiantes et que l'Europe avance en ordre dispersé, le Conseil de l'Europe d'un côté, l'Union européenne de l'autre. Je serai plus rapide sur 5 minutes. Ok, bon, je vais finir rapidement ma présentation pour ne pas vous lasser. Une fois qu'on voit la manière dont la nanoscience est encadrée par les libertés fondamentales, on peut essayer de se poser dans un deuxième temps la question de savoir comment les différentes nano-inventions peuvent être reprises avec des droits fondamentaux plus spécifiques. Voyons donc tout d'abord les principaux risques d'ingérence dans les droits de l'homme avant de voir de quelle manière les découvertes et le progrès de la connaissance peuvent fertiliser de façon plus positive les droits et les libertés fondamentales. Donc, s'agissant tout d'abord des principaux risques d'ingérence dans les droits de l'homme, il est bien sûr évident que des craintes sont émises quant au risque d'intrusion, d'ingérence dans les libertés civiles et les droits patrimoniaux. Le premier droit auquel on peut penser, c'est bien sûr l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie privée et à l'intimité. Par leur intrusivité, ces technologies émergentes vont soulever des questions touchant à l'intimité de la personne. Le premier droit fondamental venant à l'esprit est celui-là. Et on sait que le droit à la vie privée n'a pas de définition fixe dans la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela suppose une acception large qui n'est pas susceptible d'une définition exhaustive. Tout ce qui touche à l'intégrité physique et morale de la personne dans sa sphère d'intimité est susceptible de déclencher l'application de l'article 8, affaire Preti contre Royaume-Uni en 2002. Donc cette simple définition donnée par la Cour européenne des droits de l'homme permet de penser que l'article 8 servira aux futurs contentieux en matière de nanotechnologie, lesquels pourraient opposer des personnes aux différents États membres du Conseil de l'Europe. On peut également penser que l'effet horizontal des droits fondamentaux ou Drittwirkung connaîtra sur ce terrain-là des avancées intéressantes. Mais là, je m'avance un peu, c'est la spéculation de ma part.
D'autres droits sont également impliqués avec les inventions nanotechnologiques, le droit de propriété privée, mais on va en parler dans un instant sans doute sous son angle de la propriété industrielle avec la question des brevets. Donc je n'entre pas plus avant, je cite simplement l'affaire Anheuser-Busch contre Portugal qui permet à l'article 1 du protocole additionnel garantissant la propriété privée de s'étendre à la propriété intellectuelle. On peut également envisager des questions de discrimination posées sous l'angle de l'article 14 de la Convention et pourvu qu'il soit suffisamment ratifié, l'article 1 du protocole 12, la convergence nano-bio-info-cogno, soulève des questions de discrimination et de marginalisation anciennes et bien connues. Je vous renvoie aux travaux du professeur Stefano Simplici sur ces questions-là. Autre ingérence dans les droits de l'homme, le contrôle des individus, la liberté de pensée et de conscience serait potentiellement atteinte dès lors que la barrière encéphalique fait naître le fantasme d'un contrôle nanométrique du cerveau, et donc la pensée de l'individu pourrait être altérée, ainsi sur l'expression de son individualité. Sans entrer dans ces éléments qui relèvent davantage de la science-fiction que de la science positiviste, on peut quand même se demander comment le consentement éclairé des gens est fourni par est traité au niveau européen. En fait, aujourd'hui, il y a un dédoublement du consentement. Il y a le consentement qui se fait individuellement face aux médecins, face aux prestataires de services, face aux pure players sur Internet, qui permet à toute personne de donner son accord pour un traitement de données personnelles ou un traitement médical. Mais il y a aussi, on l'a vu ce matin avec l'intervention de Madame le professeur Perroy, il y a un consentement qui est plus collectif et qui est donné par les instances de régulation, qui pose des questions de compatibilité des travaux des agences avec la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pour conclure, est-ce qu'il est possible d'envisager un renforcement mutuel des droits fondamentaux grâce aux découvertes nanotechnologiques? Oui, très certainement. De nouveaux droits de l'homme sont en train d'émerger. Par exemple, le droit à une vie décente, qui permet d'assurer pleinement les conditions de vie et le droit des conditions de vie suffisamment dignes. Vous voyez l'affaire Onaliz contre Turquie qui en a posé les bases. Quant à l'accroissement des connaissances scientifiques, si les juges européens poursuivent leur politique jurisprudentielle, ces connaissances devraient permettre de réduire progressivement la marge d'appréciation des États dans le domaine des nanotechnologies, conduire à un consensus européen qui, de là, permettra l'éclosion de nouveaux droits. On en parlera peut-être dans un instant dans le débat. Bien sûr, sur la question de la bioéthique et du développement des droits créances, deux questions qui sont tout à fait ouvertes. La question des risques pour la santé et pour l'environnement. On s'attend à ce que les autorités publiques fassent tout ce qui est en leur pouvoir en l'état actuel des connaissances scientifiques pour ménager un juste équilibre entre les intérêts en cause, mais ça veut dire qu'elles engagent leurs responsabilités sur le terrain de l'article 1 de la Convention, c'est-à-dire les obligations positives. Quant à la fracture nanotechnologique, elle pose d'autres questions concernant les droits de l'homme peut-être de 4e génération. L'accès à une offre de soins biomédicales ou à une offre de soins nanotechnologiques est-elle en passe de devenir un droit fondamental? Pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer, mais déjà l'UNESCO commence à se poser la question du partage des progrès en matière médicaux. Vous voyez par exemple l'article 4 de sa déclaration ou l'article 15 de la Déclaration universelle de l'UNESCO de 2014. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pardon, j'ai été trop long.